Je peux avoir des actes sexuels, il n'y a pas de culpabilité, c'est bon. Oui, bien sûr, c'est bon. Et ça peut être encore meilleur. Sacrée sexualité, c'est pas si facile que ça. Et puis, vraiment presque comme un juron, sacrée sexualité, à cause de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la sexualité et en même temps l'aspect immense que ça prend dans nos vies. Et sexualité sacrée, ça veut dire mettre de la spiritualité dans la sexualité, de reconnaître une autre dimension dans la sexualité, une dimension transcendante. Une dimension transcendante, ça veut dire que la sexualité n'est pas ce qu'elle apparaît au premier niveau seulement. Au premier niveau, la sexualité, c'est l'énergie instinctuelle qui nous anime tous, c'est l'attraction, le magnétisme qui nous attire vers une autre personne, habituellement du sexe opposé. Bon, il peut y avoir aussi d'autres formes de sexualité, mais c'est quand même celle-là qui est orientée vers la reproduction. Maintenant, l'énergie sexuelle, même si elle n'est pas orientée vers la reproduction comme dans d'autres formes de sexualité, l'homosexualité entre autres, elle est de toute façon une force qui mène notre vie et qui est à la source de notre existence même sur Terre, de prendre un corps. Et à ce niveau-là, nous sommes menés par des forces instinctives, le magnétisme, la puissance du besoin de l'acte sexuel, du besoin de la décharge. Et cela mène nos vies comme ça mène tous les êtres vivants sexués sur cette terre. Alors maintenant, une dimension sacrée là-dedans, une dimension spirituelle, c'est d'aller plus profond, d'aller porter un regard plus profond sur ce qui se passe dans la sexualité. Et il y a au moins 2 niveaux. C'est en tant qu'être humain, qu'est-ce qui se passe quand je rencontre un autre être, que je fonds avec lui, et qu'est-ce qui se passe vraiment dans cet espace de fusion et dans l'espace de rencontre profonde. Et d'autre part, dans sexualité sacrée, il y a le devenir de cette énergie à l'intérieur de notre propre corps. Il y a une possibilité d'utiliser cette énergie pour une transformation intérieure, pour que cette énergie vitale aille animer, aille nous faire naître à d'autres niveaux d'être, et qui n'est pas seulement pour reproduire un autre être vivant. C'est ça que je vois en premier temps. Bien, habituellement, comment vivons-nous notre sexualité? Il y a la sensation d'une charge, d'une envie, d'un désir. Maintenant, donc il y a quelque chose, c'est paradoxal, il y a quelque chose qui est très physique dans la sexualité, et d'autre part, une façon qui nous anime beaucoup, ça devient très vite aussi cérébral. C'est curieux de dire, mais la sexualité qui est quelque chose de tellement physique est aussi vécue dans notre monde moderne comme quelque chose d'extrêmement cérébral. Et pourquoi? Parce que nous préoccupons de réussir un acte sexuel, de satisfaire l'autre personne. Et à partir de ce moment-là, tout notre mental se met en route. Et quand notre mental se met en route, notre corps perd de son naturel, de son côté instinctif, et on en arrive à, curieusement, aller rechercher
des stimulations qui sont de l'ordre du fantasme ou de l'image ou de la porno ou de l'érotisme, à différents niveaux de stimulation, mais qui sont à partir d'une activité mentale qui prend le relais. Les animaux n'ont pas ça. Ils vivent leur sexualité sans avoir besoin je suppose même qu'ils ne peuvent pas s'activer de cette façon-là. Et c'est juste à ce moment-là de revenir déjà à quelque chose d'une présence au-delà du mental ou en deçà du mental et qui est déjà une œuvre de méditation, de revenir dans ses ressentis, de voir que dans la rencontre amoureuse et dans l'acte sexuel, qu'il soit avec moi tout seul ou avec un partenaire, c'est la présence intérieure qui peut primer et non pas la décharge. Et pour moi, déjà, une sexualité tantrique ou spirituelle, c'est de revenir dans cette qualité de présence qui accueille nos énergies les plus profondes. Est-ce que ça répond un petit peu? Ouais, donc c'est aussi, quand tu dis que c'est mental, donc c'est voir et puis progressivement lâcher tous les je dois tenir plus, il faut que je satisfasse l'autre ou il faut que je me satisfasse de telle manière, toutes ces sortes de contraintes, toutes ces croyances que j'instaure dans ma relation sexuelle. Oui, oui, et certainement la préoccupation. Il y a deux niveaux. Il y a deux aspects. La préoccupation d'être bon, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est une blessure narcissique derrière, c'est d'être suffisamment bon, de tenir, de satisfaire mon partenaire, de satisfaire ma partenaire, ce qui peut amener même à faire semblant de jouir, et c'est plutôt la femme qui ferait ça, je pense, de faire semblant de jouir pour que l'homme ne soit pas frustré, et l'homme qui a besoin d'être sûr qu'il est bon, quoi, qu'il est un vrai homme, qu'il est capable de bander, qu'il a peur d'éjaculer trop vite, tout ça. Et tout ça, toutes ces préoccupations et ces peurs, ça devient ce que j'appelle une sexualité mentale, perturbée, pas naturelle. Qu'est-ce qui se passe alors quand je lâche ça et que je reviens simplement aux sensations physiques de ce que ça me procure d'être dans une relation sexuelle? Qu'est-ce que ça ouvre en moi comme possibilité et donc quel avantage j'en tire? Oui, déjà la première réaction quand tu me poses cette question-là, c'est déjà pas une moindre affaire. Toute la culture, tout notre mode d'action, tout notre mode d'éducation nous a éloignés d'un rapport naturel à notre corps. Donc, de dire, vous revenez à vos sensations, facile à dire. Maintenant, si vous voulez, par exemple, diminuer votre anxiété quand vous faites l'amour, eh bien déjà, apprendre à respirer profondément, à respirer dans le ventre, à se détendre. Hein? Et à ce moment-là, il y a quelque chose de plus profond et il y a quelque chose du devenir de l'énergie sexuelle à l'intérieur de nous qui va se faire de façon naturelle. C'est que la sexualité va s'animer d'elle-même en passant par différentes étapes qu'on peut appeler d'excitation ou d'animation intérieure. Et ces étapes sont toutes délicieuses et apportent toute une forme de présence et de plaisir dans son corps et dans le plaisir de la rencontre à l'autre. Alors c'est quoi ces étapes? Eh bien, par exemple, qu'est-ce que c'est l'éveil du désir? Qu'est-ce qui se passe quand tout simplement deux personnes sont une en face de l'autre? Qu'est-ce qui se passe si je suis tout seul et qu'il y a une pulsion qui monte de masturbation, d'envie, de se toucher?
qu'est-ce que c'est qui se passe juste à ce moment-là? Si dans mon mental, ça dit c'est sale, ou tu devrais pas, ou le moindrement qu'il y a encore de conditionnement là-dessus, qui vient beaucoup de la religion, s'il y a il faut que je décharge, s'il y a, comme on disait tout à l'heure, il faut que je réussisse, eh bien, toutes ces petites sensations qui naissent, que nous appelons le désir, ne sont pas conscientes, ne sont pas conscientisées, et fait que nous passons nous zappons une qualité d'être et d'écoute tranquille, et qui fait que, en regardant l'autre, en touchant l'autre, en sentant l'autre, tu vois, de multiples sensations, émotions, élans qui vont, pour certaines très très puissantes et pour d'autres très subtiles. Et la qualité d'une relation sexuelle aimante, eh bien, c'est beaucoup, toute cette présence-là. Je dirais même maintenant que c'est essentiel. Autrement, je suis pris par entre la pulsion et mes préoccupations mentales, et ça va être quelque chose qui va être vite fait, qui va présenter une décharge, et après laquelle je serai plus détendu. Et c'est pas mauvais, hein. Il y a quelqu'un qui me disait, qui était à la réception d'hôtel dans la journée, et dans lequel il voyait des couples qui venaient sur l'heure de midi. Et de façon évidente, c'était pas des couples mariés. Bon, ils louaient en vitesse une chambre, ils passaient une demi-heure, 1 heure dans leur chambre, avant d'entrer à l'entrée de l'hôtel, hyper tendus. Et puis quand ils redescendent de la chambre, ils sont tous souriants, apaisés, etc. Donc la sexualité a une fonction naturelle qui est de se détendre et de relaxer. Maintenant, est-ce que tout le potentiel de la relation sexuelle est contenu là-dedans? Dans ce soulagement, voilà. Ce soulagement, il y a eu une charge qui s'est construite en nous, et la charge a explosé dans l'éjaculation ou dans quelque chose de spasmodique, avec possiblement aussi une forme d'éjaculation chez la femme. Et puis voilà, c'est fini. Et pour moi et pour le tantra aussi, cette puissance sexuelle qui s'anime a un potentiel de faire monter l'énergie à l'intérieur du corps en passant par différents centres où la conscience peut s'animer pour arriver à une présence beaucoup plus expansive, globale, complète. Et dans le tantra, on va dire que à un moment donné, ce ne sera plus, ce sera même, c'est comme transformé, c'est comme s'il y avait une alchimie, et on va parler d'un orgasme cosmique. C'est énorme de dire un espace cosmique, pas plus que ça, mais c'est un espace où l'énergie sexuelle va amener finalement à une présence au monde dont la qualité et le bonheur est du même type que l'orgasme purement sexuel, et en même temps complètement d'un autre type. C'est difficile, c'est comme si c'était en même temps la même chose et en même temps transformé. Par exemple, dans ce que j'ai expérimenté, c'est une méditation qui se donne en Inde. C'est considérer que tout votre corps est votre organe sexuel. C'est quand même assez étrange de dire ça. Sentez quand vous marchez, quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes assis dans votre bureau, prenez quelques instants pour imaginer, pour les hommes, que votre corps est un phallus. Je dis ça parce que c'est pas seulement l'organe sexuel, c'est le symbole de l'organe sexuel avec toute son énergie.
Ce corps est un phallus, et pour une femme, je suis moins adéquat pour parler pour une femme, mais je suppose que la femme peut aussi se sentir comme le phallus de l'homme, ou comme son clitoris, avec vraiment la compréhension complète de ce qu'est le clitoris, qui n'est pas juste la partie extérieure qu'on peut voir, qui est beaucoup plus énorme, immense. Et en sentant cela, sentir toutes les vibrations qui animent le corps comme étant j'aime bien une lampe à incandescence qui s'allume avec un rhéostat, c'est ça, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et que la présence qui origine depuis le premier chakra, le sexe, le périnée, ça monte, ça monte, ça monte, et ça devient finalement quelque chose d'extrêmement vaste, et une présence dans l'univers. Et à ce moment-là, on arrive vraiment à ce que c'est qu'une sexualité tantrique, et qui peut être un état d'être, et on parle en Inde du Mahamudra, c'est-à-dire l'état d'être qui est orgasmique, c'est difficile d'exprimer plus, qui peut se vivre, quoi. Alors, dans la sexualité habituelle, disons, oui, habituelle, c'est souvent des actes sexuels qui ne durent pas très longtemps. Il y a une charge au niveau génital. Nous ne prenons pas le temps de sentir cette charge, et sentir que cette charge, finalement, si nous ne la dépensons pas immédiatement dans l'acte, eh ben, elle va se répandre peu à peu dans tout le corps, même dans une relation avec pénétration. Et ça, si nous prenons le temps, elle va se répandre dans tout le corps et nous transformer et nous vitaliser. Alors que dans la sexualité habituelle, c'est charge, décharge. Et décharge, donc nous recherchons l'orgasme, et nous identifions souvent pour l'homme avec l'éjaculation, et ce qui est déjà pour moi une erreur de perspective, parce que moi j'ai connu, quand j'en parle avec d'autres hommes aussi, dans certains états émotionnels ou physiques, il peut y avoir une éjaculation qui n'est pas un grand plaisir, et il y a tout des degrés dans la perception du plaisir en éjaculant. Et parfois même, ça peut être douloureux, et là, c'est pas du tout du plaisir, il peut y avoir une crampe, il peut y avoir des choses qui se passent que même ou une éjaculation qui n'arrive pas à se faire pour certaines personnes, et là, ça devient douloureux. Donc, le plaisir orgasmique, même au premier niveau, au niveau génital pour l'homme, n'est pas lié à l'éjaculation. Et pour les femmes, il y a des femmes qui recherchent aussi vraiment ce qu'elles appellent l'orgasme, et il y en a d'autres pour qui le plaisir de sentir l'énergie se répandre dans tout le corps est même supérieur à ce moment spasmodique qui, même si chez une femme il peut se répéter davantage que chez l'homme, c'est un moment de maximum, hein, et puis après ça retombe de toute façon. Alors que dans une sexualité sacrée, où il y a cette écoute, beaucoup plus parler d'état orgasmique que d'un orgasme. Voilà, parce que c'est beaucoup plus global. Quand on passe d'un orgasme à un état orgasmique, donc quelque chose de plus durable, mais pourtant cette charge parfois, c'est une excitation qui peut, si elle n'est pas déchargée, peut se transformer en frustration. On dit souvent que les problèmes de couple se règlent sous l'oreiller. L'acte sexuel, donc la décharge, elle permet aussi d'évacuer toutes les charges et les tensions du couple ou d'une relation ou simplement d'une personne. Oui. Donc si on ne fait pas ça, c'est la tension qui monte ou c'est la frustration qui monte. Oui. C'est pas l'état orgasmique qui monte. Alors, tu as absolument raison. Et
c'est une des grandes questions. À quoi sert l'énergie sexuelle? Et si l'énergie sexuelle sert à justement nettoyer ou comment décharger les tensions finalement, c'est une forme de sexualité qui est très courante. Et quand on parle de couple passionnel, où à ce moment-là, dans ce genre d'utilisation d'énergie sexuelle, ça bascule très fort entre deux émotions fondamentales, la colère, la frustration, la colère, et la décharge, la satisfaction. Et ensuite, comme la charge remonte, eh bien voilà. Et, donc, et enfin, la voie, dit la solution, c'est prétentieux, mais une voie possible, c'est d'améliorer la qualité de la relation, de l'expression des frustrations, du nettoyage dans le couple, autrement que sur l'oreiller. Et à ce moment-là, ça va libérer la sexualité, l'énergie sexuelle, pour pouvoir développer d'autres aspects de nous. Parce que dans cet espace d'expansion à travers tout le corps, c'est que ça va stimuler différents centres d'énergie qui, chacun, amène une qualité d'être spécifique. Et le premier qui s'éveille, je dirais quasiment naturellement, quand quelqu'un vit avec un partenaire ou une partenaire une bonne sexualité, ça va être le cœur. Ça va être un sentiment de gratitude, de remerciement, de confort avec la personne, d'envie d'être, je dirais, gentil, abondant envers cette personne. On dit qu'une femme qui est frustrée, eh bien, elle va le faire payer à son mari. Et une femme qui est pleinement satisfaite, qui a été vraiment touchée au cœur de son être dans l'acte sexuel, c'est une femme qui rentre dans des périodes de générosité, d'abondance, et que c'est extrêmement important aussi que l'homme ressente cette qualité féminine généreuse et abondante, parce que souvent dans la sexualité, l'homme, surtout s'il décharge souvent par l'éjaculation, et il passe des périodes vides où il n'a plus d'érection, où possiblement il pourra entrer dans un peu de dépression, pas seulement un soulagement, mais aussi un petit peu d'un état dépressif. Et là, si en tant qu'homme, je peux accepter de ressentir cet état un petit peu dépressif d'après l'éjaculation, puis où je ne suis plus dans ma pleine puissance. Alors, je ne suis plus dans la puissance sexuelle, elle n'est plus là. Elle a joué son rôle, elle n'est plus là. Est-ce qu'à ce moment-là, je me sauve parce que je me sens infériorisé ou me sens plus adéquate avec ma partenaire, qui peut-être en veut encore davantage, ou que je n'ai pas satisfait parce que j'ai éjaculé trop vite en plus? Est-ce que je peux, surtout dans le cas où ma partenaire est pleinement satisfaite, me relaxer et me laisser nourrir? Relaxer et entrer dans des espaces encore plus profonds. Et là, c'est encore un autre aspect de la sexualité sacrée, c'est cet orgasme, on peut dire un orgasme de la vallée, un orgasme de détente complète, un état orgasmique de confiance complète dans la fusion avec l'autre. Et à ce moment-là, dans le tantra, on dit que c'est après l'orgasme d'excitation qu'il y a une autre forme d'orgasme qui est des transformations profondes qui sont encore plus importantes que dans les premières parties de la relation sexuelle. Et que le temps passé ensemble, après que la sexualité ait pu être sauvage, enfin très animée, c'est important de passer au moins autant de temps dans les bras de l'un de l'autre, et possiblement encore en pénétration, pour permettre à toutes ces transformations de se faire.
Et là, dans ces transformations, chaque centre amène une qualité. Alors, le premier centre souvent à s'activer, c'est le cœur. Et quand, dans l'acte sexuel, ou même, j'allais dire, dans la vie courante, il peut y avoir un lien entre cette énergie chaleureuse, confortable, sensuelle, de nos organes sexuels, qui s'élève comme un fumet, ou comme un parfum, et qui s'élève et qui anime le cœur, ben, toute la vie est changée. Et il est possible de vivre des actes sexuels qui sont juste au niveau de l'énergie du premier niveau. Puis why not? D'ailleurs, c'est une des choses d'ailleurs que dans notre monde actuel, chacun affirme comme un droit, enfin que beaucoup affirment comme un droit. Je peux avoir des actes sexuels, il n'y a pas de culpabilité, c'est bon. Oui, bien sûr, c'est bon. Et ça peut être encore meilleur. Et ça peut encore avoir ce parfum d'amour qui s'éveille grâce à la sexualité. Alors, dans le tantra, on dit que l'énergie sexuelle passe par les différents chakras. Et que dans chaque chakra, c'est comme une rencontre entre la présence consciente, c'est-à-dire en fait la méditation. Dans chaque chakra, si j'aborde l'énergie sexuelle avec une ouverture de cœur et une ouverture méditative, il va y avoir comme une rencontre amoureuse, même à l'intérieur de chacun des amoureux. C'est comme j'entre en amour avec ce qui se passe en moi. Et c'est représenté traditionnellement que dans chaque chakra, il y a le couple divin, qui est la conscience et la nature instinctive, corporelle, instinctive, organique, qui se rencontrent et qui provoquent différents états orgasmiques avec de plus en plus subtils et certainement pas moins puissants, mais de plus en plus subtils. Et par exemple, quand l'énergie monte consciemment au deuxième chakra, qui est le bas-ventre, eh bien, c'est la qualité d'une sensualité, c'est la qualité, on peut dire, des petits chats. Voyez, le chat représente beaucoup pour moi le deuxième chakra. Quand tout le monde se roule en boule, savoure, et c'est une présence confortable à notre propre corps et la capacité à être confortable avec le soleil, avec la nature, avec le corps, avec son propre corps, avec le corps de son partenaire. C'est cette qualité-là. Alors que quand ça monte au troisième chakra, c'est complètement autre chose. Là, ça devient, c'est le chakra solaire, c'est le chakra de l'expansion. Quand l'énergie sexuelle atteint ce niveau-là, c'est une explosion d'énergie, c'est l'envie de prendre sa place. Et ça donne, quand dans la relation sexuelle, ça touche à cet endroit-là, la relation sexuelle va pouvoir être aussi pleinement en feu et expansive. Et c'est un sentiment de réalisation d'un espace intérieur et d'un plaisir solaire, tout simplement. Au cœur, c'est encore quelque chose de différent. Cette qualité d'harmonie, de sens de la beauté, des mots d'amour, de la tendresse infinie à ces espaces du cœur. Dans la gorge, eh bien, c'est la créativité qui est animée. C'est la créativité pas seulement dans l'acte lui-même, où on peut même chanter, émettre des sons, mais c'est toute la vie de vivre une sexualité épanouie. Toute ma vie, l'énergie sexuelle se transforme en créativité, pas seulement artistique, ou artistique limitée par ce qu'on appelle les arts, mais la qualité que je crée autour de moi, la qualité de la beauté qui émane de moi et qui va activer sur les objets avec les personnes autour de moi.
c'est vraiment une fonction de ceci. Et puis, quand l'énergie arrive au centre de la tête ou au troisième œil, c'est un monde lumineux, un monde de couleurs, un monde de présence et de sentiment d'unité, d'unification de toutes les énergies à l'intérieur de mon corps, qu'on va pouvoir représenter aussi avec l'énergie du yin et du yang, l'énergie de tous mes aspects masculins, féminins, et ça procure un grand équilibre, aussi bien intellectuel qu'émotionnel. C'est la rencontre, c'est comme le point de rencontre de toutes mes énergies. Et puis quand l'énergie va pouvoir monter jusque ce qu'on appelle le chakra de la couronne, le chakra de la fleur du lotus aux 1000 pétales, c'est un sentiment d'alignement, de présence dans tout l'univers et vraiment d'être connecté à beaucoup plus grand que ce qui se passe seulement dans mon corps. Et à ce moment-là, c'est une présence tellement vaste et en même temps tellement confortable et tellement reliée. C'est ça que quand en Inde on parle de Mahamudra, c'est-à-dire le grand orgasme. Donc ça, c'est des aspects pour moi fondamentaux du tantra et d'une sexualité sacrée. De manière naturelle, peu de gens font ça, en tout cas de manière habituelle. On est habitué à fonctionner pas du tout dans des espaces de ressenti subtils, voire même de qu'est-ce que c'est que faire monter l'énergie. Comment on peut apprendre à goûter ces autres espaces d'être comme tu les nommes. Et la première étape, et dès que quelqu'un comprend ça, je pense que tout le reste va se dérouler quasiment naturellement. La première étape, c'est de relaxer. C'est d'arrêter de se mettre des buts, même le but de faire monter, c'est-à-dire faire monter, même de lâcher toute tension à ce niveau-là, même s'il y a l'envie, le désir, l'aspiration à avoir une sexualité pleine, de ne pas en faire une tension de plus, à réussir ça encore plus de tout le reste. Alors que toute notre vie est déjà de nous montrer continuellement qu'on n'est pas assez adéquat, pas assez performant. C'est probablement le drame, un des drames majeurs de notre époque. Donc déjà, relaxer, et ça, techniquement, juste de respirer, prendre quelques respirations profondes, et puis l'écoute, deux aspects de l'écoute, d'écouter à l'intérieur de moi ce qui se passe, en laissant tomber tout souci de performance, et puis écouter ce que l'autre vit. Et quand un couple s'en va vers une sexualité sacrée, eh bien ça les implique tous les deux. Et c'est s'encourager à prendre du temps. C'est peut-être déjà la première étape, c'est de prendre du temps. Les actes sexuels, parce que nous sommes tendus et à toute vitesse, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a l'heure d'aller au travail, etc., ça marche pas. Qu'on le veuille ou non, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas pour aller vers cette sexualité vraiment spirituelle et sacrée. Parce que c'est comme une méditation. Bon, il peut y avoir des méditations éclairs, mais quand même, ça demande de s'asseoir, de se regarder, de se parler. Et un des plus grands... Alors, il y a un obstacle, c'est donc le stress. Et un autre obstacle, là, quand on va dans le couple, quand on parle du couple, c'est la possibilité et le temps pris à se dire. Et un des empêchements à la sexualité n'est pas au lit, il n'est pas dans l'acte sexuel. Il est dans le fait que nous ne nous sommes pas suffisamment parlé et nous n'avons pas exposé absolument tout ce qui se passe pour nous.
pour ne pas choquer notre partenaire, pour ne pas déranger ou par honte de ce qui se passe en moi, au niveau fantasme, ou à notre niveau puis simplement les petits sujets de conflit qui abondent de toute façon dans une vie de couple. Hein, de vivre ensemble, c'est normal que ça frite de temps en temps. Et tous les non-dits empêchent l'énergie de circuler. Donc, si je résumais, il y a se détendre, respirer, prendre du temps, et puis se parler, exactement où j'en suis, et d'apprendre à se parler en développant l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ces deux étapes essentielles. Après ça, c'est sûr que il y a plein de méditations précises, et d'ailleurs j'ai vraiment le projet de développer ça, comment on travaille plus la présence à certains points du corps, à certains aspects, mais c'est aussi tous les exercices énergétiques, toutes les méditations actives d'Osho, et tous les exercices énergétiques que je présente par ailleurs. C'est les exercices dynamiques du matin. Oui, les exercices énergétiques du matin, plus des méditations qu'on peut faire à d'autres moments de la journée. Tout cela a un impact direct sur l'énergie sexuelle et sur la capacité de la vivre autrement, de la vivre dans d'autres dimensions. J'ai beaucoup parlé de la sexualité avec un partenaire finalement, et du devenir de cette énergie à l'intérieur de soi et dans la rencontre. Je voudrais ajouter que même dans l'autosexualité, il peut y avoir une sexualité sacrée et que ça peut être pris comme une méditation. La masturbation, si je le fais juste parce que mon sexe chauffe trop ou que j'ai besoin d'une décharge, c'est ok. Là, enlevons tout ce qu'il peut y avoir de culpabilité et puis dire oui, c'est ok, c'est bon, il n'y a pas de problème avec ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont gênés et que c'est difficile d'en parler même parfois. Peut-être parce qu'il y a une sorte d'image trouble de se voir soi-même en train de se masturber, peut-être de se dire je suis bestial quand je fais ça, ou je fais... Il y a quelque chose là qui est pas clair. Et par contre, si je me touche avec toute la présence, exactement la même présence avec laquelle je traite le corps de mon partenaire, mon corps, le corps de mon ou de ma partenaire dans l'acte sexuel, avec infiniment de respect, en prenant mon temps, en découvrant toutes les délicatesses, les subtilités de toutes les sensations de mes organes sexuels, en respirant profondément, en donnant le temps à cette énergie de monter à l'intérieur du corps, eh bien, tout peut se passer aussi. Il y a aussi toute une transformation. Alors, il n'y a pas l'aspect élan du cœur envers la partenaire, mais le cœur peut quand même s'animer, et ça peut être un élan de cœur dans l'auto-plaisir qui n'est plus égoïste, qui est en expansion aussi, et je crois que c'est quelqu'un qui accepte de se masturber et de jouir, est aussi quelqu'un de plus épanoui et qui va donner plus de bonheur autour de lui que quelqu'un qui reste sur des interdits ou des culpabilités ou sur une autosexualité purement compulsive. Mécanique. Oui, parce que c'est quand même le sexe compulsif, hein, c'est fréquent. Il y a des gens qui en arrivent à se masturber plusieurs fois par jour, même à s'épuiser par la masturbation. Et là, c'est comme la cigarette, c'est comme toute addiction. Toute addiction peut être transformée par... Enfin, je dis toute addiction, c'est trop général. Je veux dire, il y a une voie d'évolution par rapport aux addictions qui est de vraiment prendre son temps et regarder ce qui se passe et de méditer avec. Et que ce soit d'ailleurs sexualité avec un partenaire ou autosexualité, la directive spirituelle d'Osho, je dirais, c'est chaque fois que vous faites l'amour,
d'une façon ou d'une autre, faites au minimum 1 heure de méditation. Que ce soit une méditation active, que ce soit une méditation assise, bouddhiste, etc. Faites 1 heure juste de présence complète à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, la sexualité va se transformer de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres formes de sexualité sacrée que le tantra? Ah, bonne question. D'ailleurs, et déjà, le tantra, il y a plusieurs formes de tantra, parce que c'est une tradition qui s'est développée sur plusieurs milliers d'années, je pense, et qui a atteint plusieurs pays avec des saveurs différentes. Maintenant, il y a d'autres formes de sexualité sacrée, je crois, en particulier du côté des Premières Nations en Amérique du Nord et du Sud. Mais là, je suis moins compétent pour ça, mais aussi en Afrique. Oui, si, il y en a. Il y a beaucoup. Si on regarde les représentations même de peintures, de dessins, des sculptures des peuples premiers, je dirais que la sexualité est fondamentalement sacrée pour les premiers humains. C'est les mystères de la vie, et c'est... oui, si, bien sûr. Et d'ailleurs, on peut dire que le tantra, à l'origine, c'est juste une forme de chamanisme parmi d'autres. Et alors, toutes nos grandes religions chrétiennes, musulmanes, juives, hindoues modernes, bouddhistes, elles ne peuvent pas amener à une sexualité sacrée. Est-ce que la forme de tabou qui s'est instaurée aujourd'hui est propre à la religion, ou est-ce que dans ces religions, il peut y avoir aussi, on peut vivre au travers de nos croyances et de notre religion une sexualité sacrée et donc épanouie? C'est une très grande question, parce que beaucoup de religions sont quand même bâties, enfin c'est le cas pour mon enfance catholique, était vraiment bâtie sur une répression de la sexualité, sur un jugement sur la sexualité, et sur une lutte quasiment. Comment on explique d'ailleurs que toutes les religions se basent notamment sur la répression de la sexualité? Si tu contrôles la sexualité, tu contrôles la personne. Parce que c'est probablement un mécanisme qui n'est certainement pas apparu consciemment et volontairement. C'est dans le devenir de nos sociétés, c'était de s'échapper des forces de la nature et de prendre contrôle. Et sortir du matriarcat ou de l'ensevelissement, l'envahissement, l'engloutissement par les forces de la nature et la déesse mère, et un patriarcat qui s'est construit pour sortir de ça et prendre contrôle et maîtrise. Et c'est certainement, d'ailleurs, je ne porte pas de jugement comme le font beaucoup, patriarcat, c'est le vilain, etc. Matriarcat, est-ce que c'était mieux? Et en tout cas, c'est dans l'évolution de l'espèce humaine, c'est comme ça que ça se passe. Donc je crois que maîtriser la sexualité, et dans le yoga, dans certaines écoles de yoga, c'est aussi ça, on contrôle l'énergie sexuelle pour la transformer, mais c'est vraiment d'abord la contrôler. Et donc là, c'est contrôler les puissances vitales rudes, primitives, qui permettent de socialiser. Je pense que c'est ça. Alors maintenant, dans notre monde où tout évolue quand même, je pense qu'il y a une chance pour dans le monde chrétien que je connais un petit peu plus, mais d'aborder justement la sexualité par le cœur, c'est déjà la spiritualiser. Je ne dis pas déjà, j'enlève le mot déjà, c'est la spiritualiser. Et c'est donc avoir une possibilité de vivre sa sexualité en l'ouvrant aux dimensions de l'amour. Maintenant, d'autres religions, je n'oserais pas trop me prononcer, mais je crois que c'est pas tellement le paradis de la sexualité sacrée dans le monde de l'islam ou dans le monde de l'hindouisme moderne, pour n'en citer que deux. Et dans le bouddhisme, d'ailleurs, quand la sexualité est réprimée, les forces vitales profondes réprimées, il y a abus du clergé sur les enfants ou les femmes. Donc c'est dévié, c'est le signe. Et il y en a aussi bien
dans le bouddhisme tibétain que chez les catholiques, que dans l'hindouisme. Il y a abus, il y a abus souvent par des membres du clergé, et cela renforce l'idée, c'est un cercle vicieux, qu'il faut réprimer, maîtriser et réprimer encore plus. Donc c'est un cercle vicieux qui mène à des comportements déviants, pathologiques, compulsifs. Pour conclure, je voudrais présenter quelque chose de la vision du maître que j'ai en Inde, que j'ai eu. Il a quitté son corps, mais que je dis que j'ai parce qu'il est toujours dans mon cœur. C'est, par rapport à la sexualité, c'est de dire, grâce à la sexualité, grâce à cette énergie, je passe de la génitalité, du sexe, au cœur, à l'amour. Et quand je vis complètement ma sexualité avec tout mon cœur, eh bien, ça arrive à quelque chose encore différent, un troisième niveau, qui est la prière, la gratitude et l'ouverture à ce qu'on peut appeler un espace divin. Du sexe au cœur, au divin. De l'acte sexuel à l'amour, à la prière. Dit autrement, c'est la rencontre de deux corps, de deux cœurs, de deux âmes. Merci.